Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 42. La honte détruit, mais peut-elle trouver un chemin vers la libération ? Il y a des mots qui brûlent les lèvres, des secrets qu'on préférait emmener avec soi dans la tombe. La honte fait partie de cela. Elle se glisse dans les corps, les relations, les silences, les générations. Elle enferme, elle dévore, elle isole. Et pourtant, c'est une émotion universelle. Nous y avons tous goûté, vous aussi sans doute. Mais qu'est-ce qui, dans la honte, la rend si différente de la simple pudeur ou de la culpabilité ? Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle peut tuer, symboliquement, là où d'autres émotions ne font que nous questionner ? Dans cet épisode, nous allons explorer la honte à travers le récit de Marguerite, une jeune femme prisonnière d'un blâme venu de loin, d'un héritage douloureux, d'un déshonneur qui s'est déposé en elle par certaines phrases comme « Tu n'as pas honte ?» Une phrase banale en apparence, mais qui a façonné son intimité et s'est insinuée dans son rapport amoureux. Pour comprendre ce qui se joue dans cette histoire, je vais m'appuyer sur un article de Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, dont je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Alors entrons dans cette histoire, découvrons Marguerite, puis décortiquons ensemble les mécanismes de la honte et ce qui, peut-être, peut nous en libérer. Marguerite, à la folie, passionnément, pas du tout, de la honte au dévoilement. Marguerite est une jeune femme de 30 ans. Je suis surprise du décalage entre son prénom un peu désuet et sa jeunesse éclatante. Elle paraît très jeune, je lui aurais donné 25 ans. Marguerite explique qu'elle vit une belle relation avec Stéphane depuis maintenant 1 an et demi. Stéphane, qui travaillait jusque-là à 500 km, a obtenu une mutation à 10 minutes de là où habite Marguerite. Se pose pour eux la question d'habiter ensemble. Et c'est ce déclencheur qui amène Marguerite à me parler de sa situation. Voilà. Nous allons habiter ensemble, dit-elle sur un ton d'enterrement. Elle est au bord des larmes. Elle se retient. Selon elle, tout va bien dans leur relation. Alors pourquoi tant de tristesse à cette annonce qui devrait au contraire leur ouvrir de nouveaux horizons ? C'est trop la honte. Je peux pas vous en parler, c'est pas possible. Et elle me fixe le visage crispé par un dégoût qui déforme ses traits, jaugeant mon regard sur elle. Je lui réponds simplement « C'est d'accord, Marguerite, vous en parlerez quand vous vous sentirez prête ?» À ce moment, elle retrouve son beau visage comme transformé. Elle a probablement perçu que je n'étais pas dégoûtée et que je pourrais accueillir sa honte sans en être contaminée. Mais il faudra du temps avant qu'elle puisse en parler. Beaucoup de temps. Le temps pour elle de repousser la date de cette fameuse cohabitation avec son conjoint. Le temps de s'assurer que sa honte, vécue comme radioactive, pourrait trouver ici de quoi la contenir, de quoi la traiter, un lieu pour la penser. Peu à peu, elle s'est dévoilée. Et ce dévoilement psychique, cet effeuillage de sa parole, a pu laisser place à une première résolution partielle dans la réalité de son quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'elle nomma plus tard non plus comme une honte, mais comme un blocage. Alors, après avoir parlé de la honte ensemble, ri à ce sujet, dédramatisé des situations ayant un niveau de honte acceptable pour elle, si je le dis ainsi, un jour, elle est arrivée et a dit « J'ai trop honte ». Je savais que nous y étions. Pourquoi ? Parce qu'elle pouvait enfin parler de sa honte à la première personne. Elle a ajouté
Si ça ne vous dérange pas, je sais que vous n'allez pas me juger, mais pourriez-vous vous retourner, s'il vous plaît ? Je vais vous le dire, mais je ne peux pas le faire si vous me regardez. » Alors, très naturellement, j'ai tourné le fauteuil dans la direction opposée, et puis je me suis assurée de savoir si c'était bien ainsi qu'elle souhaitait que je l'écoute. « Oui, c'est bien comme ça, » a-t-elle soufflé. Et d'une voix tremblante, « Je vais emménager la semaine prochaine avec Stéphane. » Une part de moi est tellement contente, et une autre terrifiée, catastrophée, parce qu'il va savoir. J'ai tellement honte. Je ne peux pas vivre comme ça dans un couple normal. Et puis elle m'explique. Elle m'explique, parfois étranglée par l'émotion, que depuis toujours, il lui est impossible de se montrer nue devant qui que ce soit. Dans ses relations amoureuses, elle a réussi à élaborer des stratégies pour éviter de se retrouver totalement nue, ou plutôt de se montrer, comme elle le dit. Pendant longtemps, elle n'a connu que des relations très courtes pour s'éviter ce passage de la honte. Puis, rencontrant Stéphane au fil des mois, elle était devenue maître dans l'art d'inventer des situations à la fois suscitant le désir de son compagnon et lui évitant de se dénuder totalement. Jusqu'au jour où Stéphane, ayant bien perçu ce petit jeu, lui posa directement la question de sa pudeur. Marguerite avait éludé. Mais voilà, elle était très attachée à Stéphane. Et le perdre à cause de ça, ça n'était pas envisageable. Alors elle avait commencé à lui expliquer, bribe par bribe. Ces fragments de paroles, tout à fait déliés, ne facilitaient pas la compréhension. Mais Stéphane était également très attaché à Marguerite. Alors, pétale après pétale, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Il faisait le tour de Marguerite tranquillement, jusqu'à ce qu'il ne reste finalement plus que l'ultime pétale. Stéphane était du genre assez pragmatique, et ils avaient pu convenir avec Marguerite qu'elle avait besoin de sécurité et de fiabilité, et que le fait d'habiter ensemble pourrait les lui garantir, et donc résoudre son problème. Marguerite avait dit oui, parce qu'elle aussi voulait croire que réaliser cet emménagement commun pourrait réussir à arracher le dernier pétale sans trop de douleur. En réalité, cette tentative de solution imaginée à deux fut pour Marguerite le sursaut dont elle avait besoin pour conscientiser sa honte. « Je suis pudique depuis toujours », avait-elle dit. Mais était-ce ici de la pudeur ? Eh bien, pas vraiment. C'est un peu plus tard qu'elle reconstitua elle-même certaines des racines de cette honte si profonde. Elle raconta sa mère qui l'invectivait à coups de « Tu n'as pas honte ? On ne se montre pas !» dès qu'elle osait montrer un bout de ses bras quand elle était enfant. Je rêvais d'avoir des robes à bretelles quand j'étais petite. Mais je ne sais pas comment faisait ma mère, elle arrivait toujours à me trouver des robes avec des manches 3/4. Mais en dehors de ça, j'ai toujours eu une relation très complice avec ma mère, ajouta-t-elle comme si elle l'excusait. Et puis Marguerite a grandi, est devenue adolescente. Quand on faisait les magasins, je n'avais pas mon mot à dire. Si j'avais le malheur, ne serait-ce que de toucher un vêtement avec un petit décolleté, elle me regardait dégoûtée et disait « C'est indécent. Tu veux qu'on se moque de toi ? Pour qui on va te prendre ?» Marguerite avait tellement pris l'habitude que cacher son corps, ses formes, faisait finalement partie de son quotidien. Elle était plutôt docile, et la volonté, plus ou moins consciente, de préserver sa relation avec sa mère était un moteur puissant. Par ailleurs, comme elle se sentait très timide, malgré le désir de rencontrer l'autre sexe, elle se sentait tellement désarmée devant ce nouveau monde que le compromis de cacher son corps pour ne pas affronter son propre désir et le regard de l'autre lui allait finalement très bien. Dans sa vie d'adulte, elle décrivait ses rencontres amoureuses comme des histoires vite fait, comme une collision entre deux êtres qui ne laissaient finalement jamais vraiment le temps de l'effeuillage, au sens propre comme au figuré. Mais nous n'avions pas encore la véritable racine de cette honte. Et c'est pourquoi des reliquats parsemaient encore le quotidien de Marguerite. C'est seulement plusieurs années plus tard que Marguerite put enfin lever le sceau du secret. Sa mère lui raconta sa propre histoire. Peut-être que vous vous en doutiez.
l'histoire d'un abus sexuel intrafamilial qui n'avait encore jamais été énoncé. Un nouveau chemin s'ouvrait pour Marguerite. La honte qui tant de fois lui avait imposé la question pressante du pourquoi ? Pourquoi j'ai honte ? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir honte ? Commençait à se transformer. D'abord réceptacle d'un traumatisme ancien, Marguerite avait fait sienne les traces de cette violence qui n'arrivait pas encore à appartenir tout à fait au passé. Et en même temps, de nouveaux pétales apparaissaient autour de Stéphane et Marguerite. Ils allaient être parents. Pudeur ou honte ? Apprendre à tracer la frontière. Alors revenons sur la question de la pudeur. Pourquoi ne s'agissait-il pas de pudeur mais bien de honte pour Marguerite ? C'est important de le préciser car nous avons souvent tendance à confondre les deux. Or, la pudeur est une émotion structurante alors que la honte pas du tout. La honte désintègre. Dans la pudeur, le ressenti c'est la gêne, jamais un effondrement. La conséquence de la pudeur est une discrétion consciente, un choix assumé de ne pas tout montrer. La pudeur est donc un sentiment éminemment social. Elle sert de défense contre le geste déplacé qu'un autre pourrait avoir à notre égard. Elle n'est pas une forme de honte atténuée. Elle permet de dessiner une frontière entre ce que l'on veut bien montrer et ce que l'on garde pour soi. Avec elle, on fait le choix de délimiter notre espace intime. Je décide de ne pas me montrer. Or, ce que décrit Marguerite, ce n'est pas de l'ordre de la décision, mais de l'imposition. Elle n'avait pas le droit de se montrer. Or, la honte est bien quelque chose qui est imposé par l'extérieur. Mais la pudeur permet aussi de tempérer notre propre désir, celui de se montrer, de s'exhiber. C'est un instrument d'ajustement relationnel, d'ajustement de la bonne distance. Tu désires me voir, je désire me montrer. Mais les codes culturels, mon histoire et la tienne, mes propres limites, l'inquiétude d'être rejeté par toi ou par le groupe, tout ça fait que j'établis ce périmètre de pudeur. Alors, vous allez peut-être trouver cette approche un peu obsolète, tant la pudeur semble avoir disparu depuis l'avènement des réseaux sociaux. Eh bien, je ne le pense pas, en tout cas pas totalement. Nous assistons plus, à mon sens, à un brouillage et à une redéfinition de ces frontières. Pour revenir à Marguerite, sa mère lui répétait sans cesse « Tu n'as pas honte ?» dès qu'un bout de son corps apparaissait. Il ne s'agissait pas là d'un simple apprentissage des codes sociaux, mais bien d'une assignation. Ton corps est indécent. En faisant ça, sa mère a peu à peu installé la honte dans le corps de Marguerite. N'oubliez pas que la honte est toujours liée à un rapport de force. Elle est d'abord imposée à l'enfant en jouant sur l'angoisse, notamment l'angoisse d'abandon. Si je le formule autrement, la menace qui pesait sur Marguerite, c'était « Si tu oses te montrer, tu ne seras plus ma fille, tu ne feras plus partie de la famille. » On joue là sur l'angoisse d'abandon, terrible à cet âge où l'enfant est tout de même très dépendant de son parent. Alors vous l'aurez compris, il ne s'agit pas là, bien sûr, de juger le comportement de la mère de Marguerite, probablement en partie inconscient, qui s'inscrivait lui aussi dans une histoire qui ne pouvait pas encore trouver à se dire. Ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'utiliser la honte à des fins éducatives, c'est toujours dangereux. En fait, elle ne devrait jamais être utilisée à des fins éducatives. Pourquoi ? Parce que la honte va devenir une brèche durable dans la psyché. Elle va devenir un point de fragilité. Une porte d'entrée dans la future vie d'adulte de cet enfant qui a eu honte. Une porte d'entrée pour des personnes malveillantes et mal intentionnées. Je veux parler de manipulateurs ou de potentiels agresseurs. Ils n'auront plus qu'à appuyer sur cette petite corde sensible pour s'introduire dans la psyché de la personne et y réanimer ce sentiment de catastrophe intérieure qu'elle génère. Ensuite,
Ils n'auront plus qu'à imposer leur propre volonté, soumettre, asservir la personne à leur propre désir. Mais si vous êtes parent, vous souhaitez probablement éduquer vos enfants sur ce qu'est l'intimité et la pudeur. Alors comment faire ? Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir soi-même des limites claires et une pudeur lisible par l'enfant qui pourra ainsi la reproduire. C'est-à-dire, en clair, être pudique avec eux. La pudeur ne s'enseigne pas par l'injonction, mais par l'exemple. C'est en intériorisant la retenue du parent que l'enfant pourra développer sa propre pudeur. Les 3 temps de la honte, du regard qui détruit à la parole qui libère. La honte, c'est cette émotion si intense qu'elle impose à Marguerite le silence. Elle préférerait disparaître plutôt que de dire ce qui se passe en elle et pour elle. Cette émotion est liée à une angoisse d'effondrement des repères, d'exclusion du groupe. En clair, une perte d'amour et ou d'intérêt. Cet écrasement est vécu comme catastrophique. Catastrophique au sens de vital. La honte donne envie de ne plus exister. L'intégrité psychique est alors menacée. La honte ne protège pas. Et même, elle désocialise. Et alors que la pudeur se rapporte souvent à un domaine précis, on dit par exemple « je suis très pudique pour mes émotions », la honte va envahir la personne en entier. Et pire que ça, la honte est radioactive, je veux dire par là contagieuse. Cette contagion opère par 2 mécanismes. D'abord, une identification à la personne honteuse et à la honte elle-même. Si je transcris ce qui se passe dans notre dialogue intérieur à ce moment-là, eh bien je me dis quelque chose comme « Mon Dieu, si ça m'arrivait, si moi aussi je ressentais cette honte, ça serait terrible, je serais anéanti. » Mais il y a aussi un deuxième mécanisme de contagion qui est l'expression de notre ambivalence fantasmatique. On oscille entre désir de secourir et désir de rejeter. Et oui, pour éviter la honte, mieux vaut basculer du côté de celui qui pointe le doigt plutôt que de celui qui est montré du doigt. Si je suis avec le honteux, je suis contaminé par sa honte. Donc, je risque le rejet à mon tour. En revanche, si je contribue à le marginaliser, je me sauve. Sacré dilemme, non ? Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Oui, parce que la contagion de la honte dans ce deuxième mécanisme ne s'arrête pas là. En prenant conscience de cette ambivalence et de ce fantasme de rejet de l'autre, on peut tenter de rationaliser ou de trouver une raison à la honte, du genre ça n'arrive pas comme ça quand même d'avoir honte, il a bien dû faire quelque chose pour se mettre dans cette situation. Mais plus ces pensées cheminent, et plus la honte s'installe en nous. Celle d'avoir pensé tout ça justement. Celle d'avoir imaginé, relégué et ostracisé l'autre sous prétexte de nous sauver nous. Et cela nous renvoie à notre propre lâcheté. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider quand nous sommes face à la honte ou quelqu'un qui en éprouve ? D'abord, décortiquer comment elle s'installe. Nous avons vu que ce sentiment s'apparente à un vécu de catastrophe, un vécu déstructurant, là où la pudeur était plutôt structurante. La honte se déploie en 3 temps. Mais avant, il y a un déclencheur. C'est un regard réprobateur, tisseront par le même du regard honnisseur. Il impose la honte de l'extérieur comme un verdict. Il nous renvoie à une image de nous-mêmes, dévalorisée, humiliée, disqualifiée. Chez Marguerite, c'était ce qui se passait quand le « tu n'as pas honte » de sa mère tombait comme le couperet de la condamnation. Alors commence le premier temps, le risque d'anéantissement. À l'intérieur de soi, tout semble s'effondrer. C'est le fameux vécu de catastrophe. C'est ce moment terrible où on rougit, on aimerait disparaître de la surface de la terre, ou pouvoir remonter le temps. On se dit « mais ça y est, c'est définitif, ça ne sera plus jamais comme avant », maintenant qu'elle est là, la honte. On est marqué dans notre chair et dans notre être par la menace d'une mort psychique. Le deuxième temps, c'est la tentative d'échapper à ce vécu de catastrophe. C'est le moment de la confusion.
Certains vont se déconnecter de leur propre ressenti, comme s'ils se dissociaient de leur propre identité, qui a été marquée par cette honte. Le mécanisme, c'est si je m'éloigne un peu de moi, jusqu'à ce que ça ne soit plus vraiment moi, alors la honte va peut-être disparaître, vu que ça n'est plus vraiment moi. La peur d'anéantissement recule, mais au prix d'une désorientation coûteuse. Le troisième temps, c'est celui de l'apparition du sentiment de honte. Et c'est aussi la possibilité d'établir un premier repère. Le premier pas vers le dégagement de cette honte. À ce stade, vous avez compris que la personne est prise dans une double contrainte. Si elle se dissocie trop d'elle-même, c'est perdant, elle perd son identité, c'est un mécanisme de défense très coûteux, et si elle affronte sa honte, c'est-à-dire si elle conscientise qu'elle a honte, eh bien à ce moment-là, elle pense que c'est perdant aussi. Le risque étant que la honte l'engloutisse. Parce que, quand rien n'est encore dit, on pense encore que la honte va nous tuer. Et c'est bien en allant au-delà de cette double contrainte qu'il est possible de s'en sortir. L'un des pouvoirs du langage, c'est de mettre de la distance. Dire sa honte, c'est déjà créer un espacement par rapport à elle. C'est enclencher le mécanisme de restauration de sa propre identité et sortir de la confusion. C'est là que le « c'est la honte » ou « c'est trop la honte » apparaît. Formule banale et très partagée surtout à l'adolescence, qui permet aussi de se raccrocher au groupe. Et là, on retrouve l'accès à l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, c'est la reconnaissance que l'existence, les jugements et les émotions de chaque individu sont influencés et façonnés par la présence et la perspective d'autrui. Si je le dis autrement, quand je suis sortie de cette confusion de la honte, je suis capable d'imaginer que l'autre peut avoir une idée méprisante, en tout cas pas très agréable de moi, et qu'en retour, j'en souffre. Je ne suis plus seule et anéantie, je suis de retour dans le lien à l'autre. Alors certes, à ce moment-là, je préférais peut-être être ailleurs, mais en tout cas, je suis de nouveau dans ce jeu de ping-pong relationnel. Et c'est ça le retour de l'accès à l'intersubjectivité. Alors vous allez me dire, super l'intersubjectivité, mais ça sert à quoi au final ? Eh bien, vous savez qu'un être ne se construit pas tout seul. C'est dans la rencontre à l'autre qu'il va former et construire son identité, ajuster ses croyances et transformer ses schémas de pensée. Avec l'intersubjectivité, il y a existence d'une altérité et possible confrontation de perspectives. Même la conscience de soi est influencée par la reconnaissance et l'interaction avec autrui. Et si je vais plus loin, l'intersubjectivité, c'est une dynamique essentielle de la relation thérapeutique où l'un des objectifs, c'est de pouvoir co-créer du sens. Mais une fois l'accès à soi devenu moins catastrophique et l'intersubjectivité restaurée, le chemin n'est pas terminé. La suite dépendra de l'histoire de chacun, de l'entourage, de la résilience, de la personnalité. Sortir de la honte, 3 voies de résolution et les pièges à éviter. La honte, contrairement à la pudeur, ne protège pas. Et surtout, elle ne dit rien de ses causes. On peut porter la honte parce qu'on a commis soi-même des actes jugés honteux, mais aussi parce qu'on en a été le témoin passif ou la victime. On peut être honteux par solidarité, comme Marguerite lorsqu'on grandit dans une famille à secret. Et parfois, il n'y a même pas besoin qu'un parent assène la honte explicitement. Elle peut circuler par contagion silencieuse, transmise de génération en génération. Donc le travail consiste d'abord à reconnaître la honte, puis à enquêter sur ses traces. Car aucune honte ne prouve l'existence d'un acte commis par celui qui a honte. Souvenez-vous des mécanismes de contagion qu'on a évoqués plus haut. La honte peut stagner en nous, laisser une trace indélébile, parce que si l'épisode honteux est facilement oublié, ses conséquences, non. La honte laisse des empreintes, des fixations, des cryptes de déstructuration, bref, des zones de fragilité porteuses de leur propre douleur psychique.
Dans les tentatives de solution ou aménagement sans issue, on peut par exemple retrouver ces personnes qui ont une addiction à la réussite sociale, dont l'ambition est démesurée, toujours à la recherche de reconnaissance, de promotion, de décorations extérieures qui pourront venir confirmer que non, la honte ne les a pas tués. Il y a l'aménagement par l'assujettissement de l'autre. On va faire honte à l'autre, projeter la honte en dehors de soi, comme pour s'en débarrasser. Alors, la personne qui fait ça n'est plus vraiment dans une relation authentique à l'autre. Elle l'utilise, s'impose, la domine, la soumet, voire la tyrannise. Pour creuser ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 28 du podcast qui parlait de la série Invisible sur le harcèlement scolaire. Bien sûr, il y a aussi la résignation. Des personnes littéralement grignotées par leur honte et qui finissent par s'abandonner totalement à elle. La perte des repères, la confusion sont leurs combats quotidiens. Et elles empruntent des chemins dangereux, addiction, équivalent suicidaire, isolement, divorce, conduite à risque. Chaque événement est alors vu sous le prisme de la confirmation de la honte. Le sentiment qui prédomine, c'est « je ne vaux rien, je mérite de disparaître ». Une autre tentative de résolution possible, c'est le masochisme. La personne masochiste ici, c'est quelqu'un qui pense qu'elle peut être aimée seulement au prix d'humiliation. Et j'attire votre attention sur une chose importante. Tisseron donne ici du masochisme une définition un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que quand on dit « il est maso », on pense « il aime se faire humilier ». Mais c'est une tautologie. La cause explique les effets, c'est-à-dire « il est maso, donc il aime se faire humilier », « il aime se faire humilier, donc il est maso ». Pour Tisseron, il ne faut pas s'arrêter à cette définition. Ce qu'il dit, c'est que nous ne sommes pas ici du côté de quelqu'un qui serait pervers, quelqu'un qui prendrait plaisir à se faire humilier, qui jouirait d'être maltraité. Non, il décrit le masochisme du côté d'un trouble de l'attachement. C'est quelqu'un qui veut sauver à tout prix son lien à l'autre, son lien d'appartenance au groupe. Pour ça, il est prêt à tout, à toutes les humiliations, à tout accepter. Pour lui, mieux vaut être battu, rabaissé, pour sauver ce fil ténu qui le fait encore appartenir à l'humanité. Paradoxal, n'est-ce pas, quand on pense au lien entre humiliation et dignité? Bon, mais passons maintenant aux voies de résolution positive, car oui, elles existent. 3 voies sont possibles. La transformation de la honte en culpabilité, la transformation de la honte en indignation, et enfin la voie royale, celle de l'humour. Chacune de ces voies peut être une résolution sans issue, selon l'intensité avec laquelle elle est empruntée. Je m'explique. La honte aboutit à un aménagement positif lorsqu'elle peut se dire, être cernée et nommée dans son origine. Et ça, c'est important, parce qu'une honte peut en cacher une autre. Si je me sens coupable ou si je m'indigne à longueur de temps et que cela envahit complètement mon comportement au quotidien jusqu'à venir le structurer et en faire une identité, alors la résolution reste sans issue. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée de Tisseron ici, c'est vraiment d'aller localiser et circonscrire la honte initiale. Enfin, un mot sur l'humour quand même. De la même manière, il existe aussi un humour sadique et humiliant. Et nous ne sommes pas là dans une résolution positive. Il s'agit plutôt d'un recyclage grossier de la honte. Si l'humour est adapté et non dévalorisant, il va permettre de prendre de la distance par rapport à l'événement de la honte. Il permet de nommer la honte, de faire un pas de côté, de dédramatiser sans blesser, et de montrer aux autres que l'on a compris à la fois la situation de la honte, son retentissement sur soi et sur autrui. Et surtout, on peut en faire quelque chose de positif qui se partage, quelque chose qui rétablit la relation et l'interaction. On fait intervenir le jeu, on joue avec la gravité de la situation, ce qui a pour conséquence de desserrer peu à peu l'emprise de la honte.
Alors pour être concret, retenez ceci pour vous appuyer sur la honte comme un signal d'alarme et ne pas être englouti par elle. Déjà, éprouver de la honte n'est pas une honte. La nommer, c'est le premier rempart, même si on utilise une forme impersonnelle comme « c'est la honte » plutôt que « j'ai honte ». Ensuite, chercher son origine pour la circonscrire et la traiter, sachant qu'une honte peut en cacher une autre. Enfin, se rappeler que la honte laissée sans mots devient un piège. Mais dite, elle se transforme en signal d'alarme. Elle nous renseigne sur la limite à ne pas franchir. Tomber dans ses bras, c'est se laisser glisser vers une série de petites destructions et ouvrir une porte aux manipulateurs et plus généralement à des individus mal intentionnés. Conclusion. La honte a ce talent. Elle nous fait croire que nous sommes seuls au monde, perdus, laissés pour morts. Et pourtant, vous l'avez entendu avec Marguerite, quand elle passe de « c'est la honte » à « j'ai honte », quelque chose s'ouvre, un espace, une respiration, une potentialité, le lien qui redevient possible. Rappelez-vous, la pudeur protège, la honte écrase. La première trace une frontière salutaire, la seconde nous exile. Il ne s'agit pas d'éradiquer la honte, mais de l'apprivoiser, de la faire passer du côté des mots, du choix, du lien. La nommer, c'est déjà desserrer son étau. Dans ce cheminement, la place d'un autre sûr et tranquille est essentielle. Intériorisé ou dans la réalité. Parce que, je vais vous le dire, le véritable secret de la honte, quel est-il ? C'est qu'elle perd toujours de sa puissance au contact d'un regard qui n'humilie pas. Alors si vous osiez parler de votre honte, qu'arriverait-il ? Eh bien ce serait probablement la fin d'un isolement, le début d'un nouveau récit, d'un tissage de liens, et peut-être la révélation ou la découverte d'histoires familiales longtemps passées sous silence. Comme toujours, si cet épisode vous a touché, je vous invite à le liker et à le partager. Venez me retrouver sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Le podcast est entièrement gratuit et il ne vit que du souffle que vous lui prêtez, de la route que vous tracez pour lui. Alors, un grand merci d'être toujours plus nombreux à l'écouter. Je vous dis à très bientôt.